Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film italien et ainsi conclure ma découverte et rétrospective de la non-officielle trilogie animalière de monsieur Dario Argento, puisque j'ai déjà évoqué sur la chaîne L'oiseau au plumage de cristal et Le chat à 9 queues. C'est d'ailleurs dans la foulée, la même année, en 1971, que sort 4 mouches de velours gris, ou en version originale, Quattro mosche di velluto grigio, avec un casting international, comme souvent chez Argento et dans le cinéma italien d'époque. Le héros persécuté est interprété par Michael Brandon, pas forcément très reconnu depuis, il faut l'avouer. À ses côtés, Mimsy Farmer, qui avait quand même fait quelques films cultes. Bud Spencer est présent, et malgré son nom, c'est bel et bien un acteur italien. Il a beaucoup joué avec Terence Hill, qui était lui-même italien. Et alors, dans un rôle très à contre-emploi et très inattendu d'un détective assez particulier, Jean-Pierre Mariel, incroyable, sans oublier la québécoise Francine Racette. Alors je disais en introduction, trilogie animalière, mais pour celles et ceux qui ne le savent pas, vous pouvez voir ce film à part, parce que les 3 opus n'ont aucun lien au niveau de l'intrigue. C'est juste par rapport au titre un peu mystérieux qui va avoir un rapport, un moment visuel au niveau de la révélation et du mystère. On va suivre un jeune musicien, batteur de rock progressif. À noter, anecdote, que la compo du film aurait dû être faite par Deep Purple, mais pour des raisons de droit, ça a été compliqué. Argento finalement a fait appel à Ennio Morricone. Bref, il se donne à fond, le jeune Roberto Tobias. On voit qu'il est effréné dans sa façon de jouer, et en même temps il a quelques flashs de ce qu'il subit depuis quelques semaines. Très bon montage d'emblée, puisqu'il est suivi par un homme mystérieux. On ne sait pas pourquoi. À la suite de cette répétition, à un moment, il en a ras-le-bol. Il va le confronter, après l'avoir repéré, dans un théâtre, direct. Le plan subjectif à la Argento, à travers les rideaux. Il va y avoir un affrontement entre Roberto et ce monsieur. Et de fil en aiguille, après une petite bagarre, eh bien, notre héros va tuer cet homme qui le suit depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Aïe, aïe, aïe. Le coupable, malgré lui, que faire? Ne pas se dénoncer à la police, c'est trop compliqué, parce que finalement, c'est lui, sur le papier, qui l'a agressé. Donc, il va essayer de se dépêtrer de cela en cachant ce qu'il a pu faire. Mais, manque de bol, au moment où il l'a tué, dans cet endroit, se cachait une autre personne, masquée, avec une sorte de faciès d'enfant bizarre, là, et cette personne a pris des photos. Et va donc faire chanter notre jeune batteur, maître chanteur et tout. Ça va peut-être très mal se terminer. Et Roberto, en plus, il a beaucoup de cauchemars à cause de tout ça. Et il va avoir des visions étranges, peut-être prophétiques ou non. On n'est pas loin du fantastique. Pardon, dans ce film, à certains moments, y compris dans une technique scientifique imaginée, mais j'y reviendrai après. Ce qui est certain, c'est que c'est un giallo, comme d'habitude avec notre cher Dario Argento. Mais assez expérimental, je vois qu'il tente ici d'autres choses. C'est passionnant. L'intrigue est peut-être un peu moins chiadée et lisible, quoique, enfin lisible, c'est entre guillemets moins approfondie sur certains points que les 2 précédents. Au niveau du rythme, c'est parfois un petit peu spécial, mais ça colle parfaitement avec une atmosphère particulière qui fait que Argento s'amuse en tant que metteur en scène sur le plan formel, sur les points de vue, sur les mouvements de caméra. C'est remarquable par rapport aux 2 précédents, il y a une upgrade là-dessus. Et on voit déjà d'emblée, alors les obsessions argentiennes sont toujours là, mais une sorte de prémisse claire et nette au frisson d'angoisse, Profondo Rosso, qui sortira 4 ans après, que j'ai vu en off sans faire de vidéo, là, il y a quelques semaines. J'en parlerai un jour, mais je laisse maturer cela. Petit spoiler, j'ai beaucoup apprécié quand même. Et là, on le voit qu'il va avoir ensuite cette idée pour Profondo Rosso, évidemment, avec cette base de départ un petit peu liée au blow-up d'Antonioni, qui est une de ses matrices personnelles. Ça se voit, le rapport à l'image, à la photographie dès le début, aussi rechercher la fameuse image manquante à travers le regard des victimes. J'y viendrai après, c'est un procédé assez particulier, assez fascinant d'ailleurs, mais qui malheureusement n'est pas possible. À l'époque encore, on pouvait le fantasmer, mais depuis, je crois que ça a été invalidé scientifiquement. Et on a cette idée d'angoisse perpétuelle, la paranoïa, les meurtres forcément, qui sont assez spectaculaires et super bien filmés. Il y a des plans que franchement, il n'égalera et surpassera après que dans les frissons de l'angoisse. Donc c'est sur ce point-là
que Quatre mouches de Veloré est un film très réussi, malgré certains personnages secondaires qui vont et viennent, et c'est pas passionnant ultimement. Mais on voit qu'il tente, là. Hein. Argento, il a fait ses 2 premiers films, il s'est fait une place dans le cinéma italien et mondial. Là, il ose. Et alors, ça a peut-être été mal reçu, je ne sais pas. Mais pour l'époque, c'est le côté avant-garde, hein, l'image de la musique rock progressive. Hein. Quelque part, c'est un film assez prog pour les fans de cette musique-là, dans sa structure. Je pense que c'est très intéressant. Il aurait vraiment voulu pousser l'idée encore plus d'avoir Deep Purple. Alors, Ennio Morricone a fait l'effort de composer un truc prog au début, je crois que c'est lui qui a fait ça. Et après, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer un truc un peu plus... Bon, il aurait pu appeler Goblin, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il y rencontrera après, je crois. C'est tout. C'est peut-être cette idée-là aussi qui lui donnera envie de collaborer avec un film, avec un groupe donc italien, pour des raisons de droit. Il fallait que ce soit un peu des compositeurs italiens dans le cinéma italien à l'époque. Et donc, il est allé chercher Goblin après, je pense, en ayant cette frustration de ne pas avoir eu Deep Purple. Bref, et ce qui est intéressant, donc, c'est évidemment ces jeux de regard, toujours, et ces visions, ces moments de meurtre qui sont donc très bien travaillés. Je ne vais pas faire le détail ici, mais quand même, hein, avec la caméra qui suit à l'épaule, toujours en mouvement, tout ça, et des choses... À la fin, il se passe un truc où tout est ralenti à l'extrême. Il faut savoir que pour 1971, c'est quand même... bel exploit technique, hein. C'est pas si simple que ça pour donc ce qu'on pouvait faire au début des années 70. Après, évidemment, hein, niveau interprétation, c'est pas ultime, même si à la fin, il y a une vraie tension qui s'installe et qui est forte. Jean-Pierre Mariel, c'est presque plus pour le LOL, parce qu'il y a une coproduction française derrière, mais lui donner ce genre de rôle-là, c'est presque... c'est presque du génie. Parce que dans le film, il joue un détective privé un peu loser, mais qui a quand même quelque chose de puissant dans son art de détection. C'est juste qu'il n'a vraiment pas eu de bol jusque-là. Et il est efféminé, homosexuel. Alors, à certains moments, on est quand même dans les clichés de l'époque, mais voir Jean-Pierre Mariel comme cela, il y a un côté amusant. On sait qu'il a eu quand même pas mal de rôles très masculins macho hein, dans sa carrière. Donc là, c'est voilà. Et Bud Spencer aussi, son personnage, qui ne sert à rien pratiquement dans le film, ou pas, mais qui se fait surnommer Dieu. Dieu donné, mais Dio, Dieu, avec son perroquet qu'il appelle Vaffanculo. Je ne vous fais pas la traduction. Ça n'a rien à fiche là. Il y a de l'humour, il y a des trucs comme ça, pouf. Pourquoi? Parce que Dario Argento, il a habillé le truc pour que ça dure presque 2 heures, 1h35, 40. Mais après, on voit qu'il a vraiment pas eu un grand intérêt pour l'intrigue pure et l'avancée des choses. Il s'amusait, quoi. Vraiment, même jusque dans les passages comiques, on sent que Dario Argento s'est fait plaisir, quoi. Et ouais, cette idée aussi donc de perception, toujours, de cette photographie qui va faire chanter notre jeune héros. Personnage principal du tueur ou de la tueuse, on ne sait jamais avec Argento, est assez fantasque et profond à la fois. C'est vrai qu'il y a des choses dans la personnification et les angoisses de cette personne qui tue, qui renvoie à ce qu'il avait fait avant, mais ce qu'il fera après aussi. Des traumatismes dus à l'enfance, sans en dire plus. Ça, c'est classique mais efficace. On voit aussi, d'ailleurs, du point de vue, quelques flashbacks de la part de la personne qui tue. Intéressant. Et les cauchemars un peu bizarres de Roberto aussi, là, qui presque voyage dans le temps, en imaginant une décapitation au Moyen-Orient. C'est bizarre, là, vraiment. Il va y avoir une connexion qui va être faite à la fin. Et tout ceci, presque, alors c'est peut-être un faux semblant, mais par un procédé scientifique imaginé à l'époque. C'est pas la première fois qu'il joue avec la science, Argento. Rappelez-vous l'eugénisme déjà, hein, auparavant. Et là, c'est alors une technique qui permettrait, mais ça a été tenté dans des fictions préalables, notamment Jules Verne l'avait évoqué dans un de ses romans, qu'on pourrait récupérer en prenant l'œil de la victime, la dernière image que celle-ci a eue avant de mourir. Donc, à un moment, il y a un meurtre, et on va, à travers cet œil, essayer de voir si on peut peut-être percevoir le visage de cette personne qui a pu tuer. Sauf que c'est là où cette image, un petit peu frustrante, fait un rapport avec le titre du film. Mais il y a quand même une conclusion là-dessus, et puis qui est assez forte, hein, au niveau climax, affrontement final, et la dernière scène, avec ce ralenti, c'est vraiment, oui, c'est des belles trouvailles de la part de Dario Argento qui tentent des choses. C'est vrai que sur le plan formel, là, il est à un sommet à l'époque, qu'il transcendra avec beaucoup plus de structure et de malice dans l'écriture, bien évidemment, dans Les Frissons de l'angoisse.
mais le spectre de Blow Up est déjà là. Bref, j'ai été assez déstructuré et progressif à ma façon aussi dans cette vidéo, dans cette critique, entre guillemets, ou retour sur 4 melouches de velours gris, bien sûr, mouches de velours gris. Je suis en train de déstructurer le titre aussi au passage. C'est un film qui n'est pas forcément évident de prime abord, mais quand vous avez vu les deux précédents, il y a une continuité, et puis bah, après, bon, je crois qu'il fera une petite parenthèse avec un métrage plus comique par la suite, et puis il viendra Profondo Rosso. J'en parlerai un jour, mais de toute façon, hein, ça, avec Argento, j'ai encore pas mal de belles aventures à vivre. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la trilogie Animaniacs en son ensemble. Est-ce que c'est votre préféré, celui-ci ou pas d'ailleurs, peu importe. Et on en discute bien sûr en commentaire. N'hésitez pas à dire donc voilà ce que vous avez sur le cœur et en tête. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.